Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projets. Alors, je me présente, je suis Charlène Pallard, je travaille pour Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et je m'occupe d'animer une communauté d'acteurs qui produisent de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner dans les compétences des publics qui sont éloignés de l'emploi. Et nous rassemblons sur cette communauté aussi des professionnels qui souhaitent s'inspirer de ces initiatives. Donc la plateforme en question s'appelle La Place Nouvelle-Aquitaine et je vous invite à la rejoindre si ce n'est pas encore fait. Donc les carnets de projets, ce sont des petits webinaires d'1 heure qui vont vous faire découvrir des initiatives novatrices de la région. Donc je reçois des porteurs de projets de Nouvelle-Aquitaine qui proposent des solutions pour que la formation et l'emploi soient accessibles à tous, en permettant notamment aux plus fragiles de disposer de compétences nécessaires à l'insertion. Donc, par l'innovation, ils créent des sas de remobilisation en utilisant de nouveaux leviers d'apprentissage. Ils activent de nouvelles collaborations sur les territoires entre le monde de l'orientation, de la formation, de l'emploi. Ils réinventent les conditions d'accès à l'emploi. Et l'idée avec vous aujourd'hui, c'est de questionner ces expérimentations, les méthodes qui sont utilisées, les choix qui ont été faits à l'origine de ces projets, et puis les impacts que ça a sur les territoires. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à midi, et aujourd'hui, nous allons voir comment agir en faveur d'un autre recrutement. Alors, je vais vous accompagner dans la découverte de 3 projets portés sur le territoire rochelais et dans le Limousin, qui agissent alors avec des modalités différentes à faire évoluer la vision et les pratiques de recrutement pour donner leur chance à des publics qui sont sortis du système de formation ou du système scolaire, qui sont peu ou pas qualifiés la plupart du temps et qui parfois ont du mal, du coup, à faire leur place sur le marché du travail. Donc, nous allons nous intéresser à leur parcours d'expérimentation par lequel ces porteurs de projets vont construire de nouvelles dynamiques pour l'emploi dans les territoires. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet ? Parce qu'on le sait tous, le déficit de candidats dans certaines filières métiers a rendu quand même assez désuète la méthode de recrutement consistant à évaluer uniquement les aptitudes des candidats sur CV et lettres de motivation. Donc, un temps nouveau s'est ouvert qui consiste à repérer par divers moyens des savoir-être, des personnalités et à valoriser la motivation. Donc, les professionnels que vous êtes, de l'accompagnement, de l'insertion, de la formation, ont donc un rôle essentiel à jouer pour connecter des profils avec des besoins spécifiques des entreprises. Donc, nous allons ici donner à voir des méthodes et des modalités d'action qui vont vous permettre, vous aussi, d'expérimenter dans vos propres territoires. Donc, ce webinaire, petite précision, sera enregistré. Vous pourrez le revoir ensuite, le partager à d'autres en replay. Et nous associerons à ce webinaire des ressources utiles pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur ces questions d'un autre recrutement. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, donc sans limite, allez-y, et nous y répondrons bien sûr au fil de l'échange. Donc, il est l'heure de vous présenter nos porteurs de projets du jour. Alors, nous sommes en compagnie de Valentin Nicolas, qui est référent pédagogique et entreprise à l'école numérique de territoire, donc, qui est née de la rencontre entre l'école du numérique Webforce 3 et la régie de quartier Diagonale. Donc, Valentin Nicolas se trouve à La Rochelle. Chantal Guéry, qui est responsable du service formation aussi à la régie de quartier Diagonale. Vincent Terny, chargé de mission coordination projet associatif à la régie de quartier Diagonale également. Donc, forte représentation aujourd'hui de la régie de quartier Diagonale. Et puis, Régis Morrison, qui est chargé de relations employeurs à la mission locale de l'agglomération de Limoges.
Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous propose maintenant qu'on commence sans plus tarder à entrer dans le vif un peu de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir vos projets. Je vais demander à Vincent Nicolas peut-être de nous faire une petite présentation très rapide du projet Fabrique ton parcours. Merci Charlène. Alors, Valentin Nicolas, pour ne pas faire le mix entre Vincent. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci Charlène. Alors effectivement, donc Valentin Nicolas, référent pédagogique et entreprise à l'école numérique de territoire de La Rochelle. Mon rôle au sein de cette nouvelle structure, c'est tout simplement de faire le pilotage opérationnel de l'école sur l'aspect pédagogique et de m'occuper également des relations entreprises entre l'école et les acteurs du territoire. Pour faire la petite présentation rapide de l'école numérique de territoire, donc comme l'a dit Charlène, effectivement, elle est issue de la rencontre entre la Régie de quartier Diagonale, qui est une association rochelaise qui existe depuis plus de 30 ans et qui œuvre pour développer l'activité au sein des quartiers prioritaires. Donc, on a 3 quartiers sur la ville de La Rochelle qui sont Mireuil, Villeneuve-les-Salines et Portneuf. Et puis également Webforce 3, qui est un réseau d'écoles inclusif, réseau d'écoles nationales qui compte aujourd'hui une 50aine d'écoles, dont 2 sur la Nouvelle-Aquitaine, une à Bordeaux également, en plus de la nôtre. Et donc, cette rencontre entre la Régie de quartier et Webforce 3 a fait naître la possibilité de mettre en place des formations inclusives sur le territoire rochelais pour former de bac à bac plus 5 sur les métiers du numérique. Voilà, uniquement sur les métiers du numérique. L'objectif de cette école, c'est donc de proposer ces formations à un public principalement demandeur d'emploi, en rupture de parcours, en réorientation également professionnelle, et qui n'ont pas forcément le parcours classique et qui n'ont pas forcément les diplômes requis pour rentrer sur une formation dans un organisme lambda de niveau bac, bac plus 2, bac plus 3 et plus si affinité. Ce qui fait que Webforce 3 propose des formations qui sont regroupées sous 4 filières du numérique. La première qui est le développement web, la seconde qui est la partie système et réseau, la troisième sur l'aspect web design, tout ce qui est création de contenu, et la dernière qui est le marketing digital. Et donc derrière ces 4 filières, on a plusieurs formations de différents niveaux qui sont représentées et qui sont proposées à des personnes qui n'ont pas forcément les diplômes requis, car toutes les formations Webforce 3 sont sans prérequis de diplôme. Ce qui veut dire qu'on peut accéder au sein de notre établissement à une formation de niveau bac plus 2, même si pour autant on n'a pas le bac. Cette proposition que fait Webforce 3 au sein de son réseau, finalement colle bien à la typologie et au concept de la Régie de quartier Diagonale, et c'est pour ça que l'école numérique de territoire a trouvé sa place en plein cœur de La Rochelle. Voilà pour la petite présentation rapide de la structure. Maintenant, je vais vous présenter plus précisément le dispositif Fabrique ton parcours qu'on a pu mettre en place 2 années de suite, sur l'été 2021 et sur l'été 2022. Je vais plutôt parler de l'été 2022 parce que c'est celui que je maîtrise le plus, étant donné que c'est moi qui l'ai mis en place, donc ce sera plus simple. Mais finalement, 2021 était sur la même lignée. Donc, ça a été qu'une poursuite logique sur 2022. Fabrique ton parcours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif financé par l'État qui est rattaché à l'appel à projet Démarre ta story et qui propose à 15 jeunes tous les ans une remobilisation et une découverte des métiers du numérique sur un format plutôt court, qui est un format de 3 mois, 2 mois et demi de présentiel à l'école et 15 jours sur les 2 dernières semaines d'immersion en entreprise, donc période de stage. Voilà. Sur ces 3 mois, pardon, tu veux intervenir, Charlène? Non, continue, Valentin. Est-ce qu'en 1 minute, c'est possible?
de finir la Oui, présentation? oui, oui. Rapide. Ok, super. Tout à fait. Fabrique ton parcours en 1 minute, top chrono. C'est découpé en 3 phases. Une première phase remobilisation, c'est-à-dire proposer aux jeunes tout simplement de travailler leur posture professionnelle, leur savoir-être, comme on dit maintenant, leurs soft skills, leur confiance en soi, leur estime de soi. Voilà, grosse phase de remobilisation pour les remettre dans une dynamique active d'apprentissage. Deuxième phase, découverte des métiers du numérique avec des intervenants qui ne sont que des professionnels du territoire qui vont construire des projets sur lesquels faire travailler les apprenants. On apprend par la pratique. Et une dernière phase, donc d'immersion en entreprise avec 2 semaines de stage où ils vont pouvoir observer et vraiment se rendre compte de ce qu'est la réalité de ces métiers au sein d'une entreprise sur La Rochelle. Merci beaucoup, Valentin. L'exercice était complexe. Alors, je vais passer à Chantal et Vincent. Chantal, est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif que vous portez? Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter Trajectoire en badge. Je vais essayer de faire ça en 3 minutes chrono, c'est promis. Donc, Trajectoire en badge, une initiative de la Régie de quartier Diagonale, donc à La Rochelle, hein, initiative qui date de 2019-2020. On a commencé les prémices en 2019. Et nous avons bénéficié donc du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine pour ce faire sur 3 années pour mettre en place donc une ingénierie. Hein. Donc là, nous sommes maintenant en 2023 sur une phase de déploiement de l'action. Le sous-titre du projet, c'est « Révèle tes talents ». Donc, on est parti effectivement du constat qu'on a tous des talents, des savoirs acquis de multiples manières et souvent en mode informel. Et ce sont ces apprentissages fortuits, en fait, hein, qui font que parfois, on ne sait pas trop qu'on a ces capacités-là parce qu'on ne s'est pas trop aperçu qu'on les acquérait, hein, en fait. Et donc, du coup, comme on n'est pas toujours conscient qu'on les possède, peut-être qu'un petit coup de pouce pour les regarder un tout petit peu plus, ça peut être utile. On a donc choisi, donc, dans ce projet, d'identifier ces talents et on s'était aperçu au préalable que ces talents étaient précieux pour les entreprises. Exemple, les capacités d'organisation, l'envie d'apprendre, l'esprit d'équipe. Ce sont des pépites qu'on a voulu faire briller un petit peu, d'où l'idée des étoiles. Et donc, on a imaginé une galaxie dans laquelle on a au centre des pilotes, d'accord, qui sont aux manettes et qui essaient d'avancer dans leur trajectoire autour d'eux des satellites, nous tous, des entreprises, des associations, des centres sociaux, des organismes de formation, et autour de tout ça, une constellation de badges, des open badges, donc ces petites pépites qui sont des capsules numériques qui contiennent des données sur notre potentiel. Et on a découvert ça un petit peu de façon fortuite aussi, hein. Et on s'est dit, c'est vraiment la modalité qu'il nous faut pour révéler les talents au niveau d'un territoire, pour optimiser un petit peu, booster peut-être aussi des dynamiques autour de l'emploi et de la formation. Voilà. Un autre avantage, c'est que créant cela sur le territoire, ça nous a permis aussi de susciter ou de conforter des nouvelles coopérations. Et on s'est dit, bien, avançons ensemble pour la reconnaissance partagée du potentiel des personnes en insertion professionnelle, mais aussi pour une reconnaissance partagée des organisations qui utilisent ces badges et qui participent à leur création. Voilà en quelques mots ce que je peux dire pour présenter le projet. Merci Chantal. On reviendra un peu plus en détail ensuite, hein, sur le fonctionnement. Merci. Oui. Régis, je te laisse la parole pour présenter un petit peu le dispositif là, des concours CV vidéo. Oui, alors bonjour. Régis Morisson, donc chargé de relations employeurs à la mission locale de l'agglomération de Limoges, surtout en charge du lien avec les entreprises, mais également en appui sur la réalisation des CV vidéo. Comment c'est arrivé? Alors, ce n'est pas moi qui les réalise, ce sont en partie les jeunes qui sont sur des ateliers CV vidéo qui les construisent.
Comment on est arrivé au constat de mettre en place des CV vidéo et de mettre en place un festival? Ça part du contexte et du constat que les entreprises nous ont dit tiens, les jeunes ne sont pas suffisamment préparés à l'entretien d'embauche, ils n'arrivent pas à argumenter leur histoire, à la traduire, à la mettre en valeur et à démontrer un peu leur motivation. Donc on s'est dit on va essayer de prendre un outil différent par le biais de la vidéo, essayer de travailler un petit peu ce CV-là. Et donc, avant de le mettre en vidéo, il faut d'abord le mettre sur papier. Donc, il faut écrire un script, un storyboard, une histoire. Et à partir de cette histoire-là, la mettre en image avec un appui de collègues qui ont été formés à la vidéo et au montage, parce que ce n'est pas évident. Mettre en image, c'est une chose, mais après, le monter pour que l'associer avec du son, il y a des spécialistes du numérique parmi nous, donc ils sont mieux placés que moi pour le dire. Tout ça, ça fait l'objet d'un atelier qui a donné naissance à chaque fois à 8 CV vidéo qui ont pu concourir lors d'un festival. CV vidéo, peu festival façon Festival de Cannes, mais mesure moindre, bien entendu. Et pour ce festival, nous avons invité des partenaires et surtout des entreprises à venir voir ce que font les jeunes de leur histoire et comment ils arrivent à le mettre en image. À partir de là, l'important, on y reviendra tout à l'heure par le jeu des questions, j'imagine, mais l'important, c'était aussi de montrer la capacité et le talent des jeunes et d'arriver par rapport à ce biais-là, de s'approprier l'histoire et de la vendre. Et également, tout ça dans un contexte d'anti-discrimination, de non-discrimination, parce que c'est dans le cadre de ça aussi qu'on a mis en place ces ateliers, c'est-à-dire qu'on lutte contre les discriminations. Bien qu'on travaille l'image, on n'est pas obligé de travailler l'image en travaillant que l'apparence. Donc voilà un peu l'idée du festival CV vidéo. J'ai encore 2 minutes ou... Rapidement, oui, pour vous dire. Alors, non, on peut en parler maintenant. Alors déjà, le festival est pas nouveau. Hein, vous en êtes à la 5e édition, je crois. 5e année. Un démarrage surtout uniquement au niveau des CV vidéo de jeunes. Ça a dévié un petit peu parce que quand je dis ça a dévié, on a eu des demandes et on a commencé à faire des CV vidéo d'entreprise. On a proposé les talents des jeunes pour que les jeunes aillent faire des vidéos des entreprises. Donc, pour filmer, en fait, pour concourir à des c'est un petit concours, c'est filmer le métier qui me plaît. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, on prospectait des entreprises pour qu'elles nous ouvrent les portes pour qu'on filme un métier en particulier. Ça peut être décalque porcelaine, ça peut être serveur en restauration, différents métiers. Donc, ça donnait la naissance à des vidéos qui ont été nominées et récompensées. Et ça donnait envie à certaines entreprises de faire sur CV vidéo. On a quelques demandes de plus en plus. Alors, ces CV vidéo d'entreprise, elles les conservent, bien entendu. En plus, ça leur fait une communication gratuite en interne. Pour nous, ça nous permet aussi pédagogiquement d'expliquer à la fois aux jeunes et aux conseillers qui accompagnent les jeunes les métiers qui sont présentés dans différentes entreprises pour pouvoir les présenter après lors d'entretiens individuels. C'est plus facile en images, souvent. Et on a même réussi à mixer la dernière fois, pendant deux événements de ces festivals CV vidéo, on a fait concourir des CV vidéo de jeunes dont le jury était composé de partenaires et de chefs d'entreprise. Et on a également fait concourir des CV vidéo d'entreprise dont les jurys étaient composés de jeunes. Voilà. Okay. Merci un peu pour cette tour d'horizon de ce concours et vraiment nous montrer que le concours a évolué aussi dans le temps et au fur et à mesure un peu de l'expérimentation et des retours que vous avez pu avoir dessus. Bon. Alors, Régis, tu en as un petit peu parlé. Comment, alors toi, le projet là, CV vidéo est né vraiment, a été construit autour du besoin, en tout cas du constat que certains jeunes n'arrivaient pas à expliciter certaines de leurs compétences, de leurs potentialités, etc., à les mettre en valeur dans le cadre d'entretien. Quel a été le point de démarrage du projet Trajectoire en badge? Vincent, Chantal, quels sont les constats, quels sont les besoins que vous aviez identifiés sur le territoire qui étaient peu ou mal satisfaits et qui vous ont fait dire qu'il fallait proposer autre chose? Je commence peut-être, Vincent? Oui. Oui. Donc, effectivement, je rejoins certains aspects donc, des constats de Régis. Hein.
forcément, c'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses années que les entreprises et recruteurs nous disent on n'arrive pas toujours à détecter le potentiel des personnes. C'est très difficile pour nous de faire des recrutements, notamment avec des personnes de faible niveau de qualification, parce qu'elles ne sont pas toujours en mesure de nous présenter un CV en l'incarnant, c'est-à-dire effectivement en développant de manière plutôt avec une certaine aisance et peut-être un peps qu'elles n'arrivent pas à trouver, à valoriser leur potentiel, hein, de toute façon. Donc ça, c'est un constat qu'on a pu refaire, nous, lors d'un groupe de travail qu'on a réalisé l'année dernière, où effectivement, on se dit, le CV, pour beaucoup, le CV est devenu obsolète. Alors après, l'idée, c'était donc de lui redonner cette couleur, ce relief, en essayant effectivement de permettre aux personnes d'incarner, de faire référence beaucoup plus à leurs expériences concrètes qui permettent d'illustrer ce qu'il y a dans le CV. Je crois que les CV où on a écrit dynamique, autonome, etc., ça a vraiment vécu, quoi. Ça embête tout le monde, ça embête même les personnes en insertion, qui ne s'approprient absolument pas ce genre de document. Donc, on est parti de là, bien sûr, mais pas que. Moi, en tant que formatrice, donc depuis de longues années, je me suis rendu compte qu'effectivement, les personnes, la plupart du temps, et c'est un constat qui a été partagé par beaucoup d'autres professionnels, elles ont énormément d'expériences très riches dans leur vie, sauf que personne ne le sait. Et elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Donc, du coup, aller vers les open badges, c'était aussi permettre de faire cette translation entre des capacités que je développe de toute façon déjà dans ma vie quotidienne pour pouvoir les transférer dans d'autres contextes, et notamment le contexte professionnel. Donc, du coup, ça, c'était un deuxième constat très, très fort. Et puis aussi, un troisième constat, c'est le fait qu'on n'arrive pas toujours à coopérer ensemble pour une meilleure cohérence interacteur. Et donc, du coup, une modalité qui permet de partager des talents, ça peut être pour nous quelque chose de très utile. Donc, c'est surtout sur ces aspects-là qu'on souhaitait intervenir, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu aussi d'autres impacts positifs en ce faisant, c'est-à-dire que c'était important de croiser aussi de manière pluridisciplinaire ce que c'est que cette grosse valoche, excusez-moi, qu'on appelle les savoir-être. D'accord ? Et si on reste trop dans le flou, on ne sait plus ce qu'il y a dedans, et donc on n'arrive plus à définir ensemble ce qu'on a besoin de reconnaître mutuellement ensemble. On en a profité pour identifier ça de plus près aussi dans le cadre du projet Trajectoire. Alors, je crois que dans tous vos projets, il y a une dimension de toute manière de coopération qui est très, très forte. Et comment est-ce que, par l'intermédiaire des actions que vous portez, vous allez permettre de promouvoir, en tout cas de rassembler les différents acteurs autour d'une vision commune des compétences et, et des besoins que l'on a en matière de recrutement sur les territoires. Je vous propose qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, justement, sur votre positionnement envers les entreprises, puisque on l'a vu, vous en parliez à l'instant, Chantal, une partie de votre activité consiste à rassembler, fédérer des entreprises notamment, des acteurs locaux autour de vos projets, autour de vos valeurs, des valeurs que vous défendez. Valentin, comment est-ce qu'on va vers les entreprises ? C'est là toute votre activité. Comment on va vers les entreprises et comment est-ce qu'on les sensibilise à cette question, justement, à la nécessité d'aller vers de nouveaux profils et de faire évoluer des pratiques de recrutement qui sont bien souvent bien installées. Donc, quel discours est-ce qu'on tient et sur quel terrain on embarque les entreprises ?
Nous, notre stratégie au sein de l'école pour réussir à attirer les entreprises à s'intéresser à ce qu'on fait, à ce qu'on propose, tout simplement, c'est alors ça rejoint un petit peu ce que disait Monsieur Morrison tout à l'heure. En fait, il faut écrire une histoire, mais il faut d'abord écrire notre histoire, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir raconter à l'entreprise pour qu'on puisse la toucher et vérifier si finalement cette entreprise a également la même sensibilité, c'est-à-dire partage les mêmes valeurs que les nôtres. Et ça, c'est vraiment en fait notre point de départ. Étant donné que nous sommes une structure sociale et solidaire, eh ben, on va forcément plus facilement toucher les entreprises qui ont également cette sensibilité-là. En fait, derrière le mot entreprise qui peut parfois faire peur, il faut jamais oublier que ce sont des êtres humains, des personnes comme vous et moi, qui ont également des opinions, des valeurs et des valeurs qu'on peut partager. À partir du moment où on présente notre structure, notre activité, et qu'on sent que la personne qui est en face de nous, l'employeur, le recruteur, la personne qui s'occupe des ressources humaines, est en face de nous et que ça, on voit très rapidement qu'il y a un intérêt qui est partagé, à ce moment-là, on va pouvoir construire quelque chose. C'est toute notre stratégie pour justement les impliquer dans notre activité, leur proposer, par exemple, de recruter un stagiaire, un alternant ou un ancien apprenant en emploi. Il faut que l'entreprise puisse nous connaître dans les moindres détails, qu'elle puisse savoir comment on aborde les choses, notamment sur la thématique de la formation inclusive et du recrutement, du recruter autrement ou du recruter responsable. Voilà. Et à partir du moment où on arrive à la capter par ce biais-là, ensuite on peut faire énormément de choses. Alors, j'ai du coup pas mal d'exemples que je pourrais citer, mais c'est tout là notre point de départ pour réussir à monter et à créer des projets avec des entreprises du territoire qui ont des besoins. Et quels sont ces exemples alors, Valentin? Tu nous as mis un peu en haleine là. Je peux vous donner un premier exemple d'une entreprise, enfin d'une personne qui est responsable d'un service informatique au sein d'une entreprise du territoire, entreprise numérique, que j'ai rencontré lors d'un rassemblement d'un club d'entreprise Rochelet dédié au métier du numérique, et qui, voilà, au fur et à mesure de la discussion, me parle d'un projet à titre personnel qu'il a monté, mais qu'il n'a jamais pu mettre en place. Et je lui propose justement que ce projet-là puisse être réalisé par les apprenants de l'école dans le cadre de Fabrique ton parcours. Le projet, c'est la création d'un jukebox connecté. Il me montre les premiers plans, les premières maquettes que je trouve très intéressantes. Et finalement, au fur et à mesure, je lui propose de venir directement pendant plusieurs jours monter ce projet avec les apprenants, qui puissent piloter ce projet avec les apprenants. Il est venu pendant 4 jours dans l'école à titre bénévolement, parce que il avait cette sensibilité de vouloir aider des jeunes qui n'étaient pas forcément partis sur la bonne voie dès le début, qui avaient besoin d'être accompagnés, notamment par des professionnels qui s'y connaissent dans le métier. Et donc, on a pu monter ce projet de jukebox connecté. Les apprenants ont pu monter ce projet avec cet intervenant. Et ça a même été plus loin parce que, étant donné que la Régie de quartier est une association et qu'on fait également à côté de la formation de la médiation numérique pour les habitants des quartiers pour lutter contre l'isolement numérique, il a sollicité son entreprise pour nous faire un don de matériel informatique. Et il nous a donné une somme relativement assez importante à notre échelle de matériel informatique, de PC portables, d'écrans, de claviers, de souris, d'unités centrales, pour justement prêter ce matériel à nos apprenants, mais également le mettre à disposition des habitants des quartiers. Donc ça montre que finalement, quand on partage ces valeurs-là,
on va bien au-delà d'un simple partenariat entre une école et une entreprise. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la signature d'une convention de stage. On va au-delà de la signature d'un contrat de travail, contrat d'apprentissage. Il y a une vraie implication parce que derrière, cette implication pour l'entreprise, elle peut être intéressante. On entend de plus en plus parler du développement des politiques RSE. Donc, ils peuvent relayer, faire de la communication, montrer qu'ils œuvrent au contact des structures de l'économie sociale et solidaire. Et pour eux, c'est un moyen aussi de faire parler de leur entreprise, de faire parler de leur activité. Et le bénéfice et l'avantage des apprenants, c'est de pouvoir échanger et travailler sur un projet commun avec un professionnel du territoire. Voilà. Merci. Sur cette même question, Chantal et Vincent, comment est-ce que vous allez vers les entreprises? Comment se passe la mobilisation des entreprises et comment est-ce qu'on arrive progressivement à construire un langage commun autour des compétences transversales? Moi, je voulais rebondir sur quelques mots-clés qui ont été prononcés par tous les intervenants jusqu'à présent. Il y a le mot lien, il y a le mot besoin. Je pense que ça commence par ça, des liens avec notre environnement, notre écosystème, on en a toutes et tous, mais il y avait ce besoin de resserrer ces liens. Et du coup, comment on fait pour resserrer ces liens? C'est déjà d'être à l'écoute des besoins, de nos besoins. Mais ça marche dans les deux sens. Et ce qui permet, je crois, de faire un bout de chemin avec les entreprises de façon plus serrée, c'est d'être dans une écoute réciproque. Pas de vouloir, entre guillemets, leur imposer notre vision, leur imposer nos objectifs ou les faire rentrer dans notre cadre, ni à l'inverse, nous plier dans leur cadre à eux, mais vraiment de s'écouter dans nos besoins réciproques et de s'entendre, de le partager, d'identifier un chemin possible et d'y aller ensemble. Et ça a commencé par ça, quand on s'est dit, il faut qu'on se voit plus souvent, il faut qu'on s'écoute davantage, et du coup, il faut passer du temps ensemble. Donc, comment on fait pour passer du temps ensemble? On s'est dit, on va essayer de leur proposer de se retrouver chaque mois dans un club. Donc, on a créé un club d'entreprise et chaque mois, on se retrouvait. Donc, comment on a fait pour démarrer? En fait, chacun avait son carnet d'adresses avec ses contacts par affinité. Et ce que disait Valentin était important, c'est le mot affinité, le mot valeur. Les entreprises, on les connaît, on sait celles qui sont capables de faire telle ou telle chose, d'autres qui ne sont pas disponibles, etc. Donc, on a partagé nos carnets d'adresses en proposant une invitation. Et la première chose qu'on a faite, c'est pas de parler de nous, mais c'est de les écouter. C'est de leur dire, vous, entreprise du territoire, on a déjà eu l'occasion de vivre quelques rendez-vous ensemble, de faire quelques expériences en commun, mais là, aujourd'hui, vous en êtes où en termes de recrutement, dans votre rapport au territoire, dans vos recrutements? C'est quoi vos principaux besoins et c'est quoi vos principaux freins? Et on les a écoutés, et après, elles nous ont écoutés en disant, nous, voilà notre point de vue. Et ce point de départ-là, je pense qu'il a été fondateur. Et à partir de là, on a pu commencer à construire des actions communes, de pérenniser les clubs. Et on s'est rendu compte que leurs sujets, leurs préoccupations, c'était aussi nos sujets, nos préoccupations. On partageait les mêmes problématiques, qui sont évidemment pas nouvelles. C'est illettrisme, c'est mobilité, c'est addiction, c'est électronisme. Et puis, du coup, on a croisé les regards. Elles nous ont raconté leur vécu, on leur a partagé nos expériences, nos témoignages, en les faisant rencontrer des acteurs du territoire, des dialogues entre des recruteurs et des accompagnateurs. Et puis, on est allé un peu plus loin. On leur a dit, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, on peut carrément aller sur le terrain ensemble. Et donc, 2 fois par mois, on leur a proposé d'aller sur le terrain, à la rencontre des habitants, en faisant la sortie des écoles, rencontrer les papas et les mamans qui venaient déposer leurs enfants, en faisant la sortie des commerces, en faisant des permanences le soir dans les foyers de jeunes travailleurs. Et là, c'était assez magique parce que les représentations sont bousculées, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que l'habitant, il apprécie énormément la démarche qu'un employeur vienne dans son quartier, vienne là où il habite. Et à l'inverse, l'employeur a pu écouter une somme folle d'histoires, autant différentes les unes que les autres,
pour illustrer eh bien, les conditions favorables ou moins favorables de retour à l'emploi. Et ça, c'est très riche. Et à partir de là, du coup, on réussit à créer des liens un peu plus serrés et on outille ces sujets-là. Et c'est là qu'interviennent les badges. Et c'est là qu'intervient aussi une façon d'accompagner hors dispositif. Et là aussi, c'est un appel à projet auquel on a répondu qui nous a permis de faire ça, c'est-à-dire de libérer un peu les accompagnements, parce qu'on connaît tout ça, il y a les dispositifs locaux, type PLI, il y a les dispositifs portés par les départements, et il faut rentrer dans les cadres, dans les cases. Et parfois, l'accompagnateur, le travailleur social, il est limité, et notamment pour aller jusque dans l'entreprise, pour prolonger l'accompagnement une fois que l'emploi, la prise de poste démarre, qui est une zone fragile qu'il faut consolider, et le fait que cet accompagnement soit libre, eh bien, ça permet de sécuriser davantage le parcours. Donc, voilà, le resserrement des liens, il se fait d'abord en s'écoutant, en partageant des problématiques, et chacun fait un pas vers l'autre. Voilà. Et c'est par ce partage dans le cadre de ces instances-là que vous arrivez à déterminer que se fait la création, en tout cas que se décide la création de tel ou tel badge sur des compétences spécifiques. Comment, voilà, c'est de là que part en fait cette dynamique. On a profité donc de cette dynamique aussi que décrit Vincent, bien sûr, puisque beaucoup d'entreprises qui ont été rencontrées par Vincent et par nos autres collaborateurs de la régie de quartier ont eu envie de découvrir les open badges, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se découvre pas à pas. Et donc, on a fait en 2022, par exemple, 15 ateliers découvertes qui ont été ouverts aux entreprises, mais à d'autres types de facilitateurs, partenaires autour de nous, ce qu'on appelle dans le projet les satellites. Et parmi donc ces partenaires, cette bonne cinquantaine de partenaires, il y avait un tiers d'entreprises. D'accord ? À partir de là, les employeurs sont sensibilisés, d'accord ? Et ils peuvent aussi avoir envie de contribuer. Donc, on a eu un certain nombre de contributions suite à ces ateliers. Et en tout cas, les premières contributions lors des ateliers découvertes, ça a été des idées d'open badge. Et on est parti de ces idées d'open badge sur 2020-2021 pour ensuite co-créer avec ceux qui le souhaitaient, qui étaient volontaires, les open badges en question lors d'ateliers de fabrication de badges. Et donc, en 2022, par exemple, puisqu'on a commencé le projet avant, comme vous le savez, on a réalisé 5 ateliers de co-création d'open badge avec aussi des employeurs. Alors, parmi ceux qui étaient les plus intéressés, évidemment, ce sont les employeurs qui ont plutôt quelques difficultés de recrutement actuellement, mais aussi des entreprises de travail temporaire, par exemple, qui sont très intéressés par cette approche justement où on va en même temps pouvoir détecter le potentiel des personnes autrement, mais aussi le mettre en lien avec les besoins des entreprises, parce qu'elles sont au cœur de tout ça. Et donc, voilà, on a plusieurs niveaux de participation, de la simple sensibilisation, information, à la contribution en passant par le côté ambassadeur des open badges aussi, qui est très important également. Voilà. Merci Chantal. Alors Régis, pour revenir un peu justement sur cette question de la mobilisation. De plusieurs origines. D'accord. Merci. Régis, justement, sur cette question-là de la mobilisation des entreprises, alors, pour avoir vu un petit peu les vidéos un petit peu récapitulatives, en tout cas, qui relatent un peu ces concours CV vidéo, j'ai vu, et vous en avez parlé tout à l'heure, les entreprises elles-mêmes ont à réaliser leur propre CV vidéo, c'est-à-dire à se mettre en scène aussi pour présenter l'entreprise, pour présenter un petit peu ses activités. Et on se dit que tout ça, ça va engager un changement de posture. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus engageant, à mon sens, de demander à une entreprise de valoriser ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, son entreprise dans le cadre de CV vidéo, que finalement d'arriver à un entretien, d'évaluer les compétences de candidats, etc., et de se positionner comme quelque chose... on n'est pas du tout dans la même position. Donc, est-ce que, du coup... à cette demande, à votre demande quand vous allez rencontrer les entreprises, que les entreprises
vous suivent volontairement et d'une façon assez facilement, ou est-ce que, faut un certain temps pour les amener à prendre conscience du bénéfice que ça peut avoir? Alors, il faut pas. Il y a deux niveaux. De toute manière, les entreprises, quand on fait un peu le pitch de notre présentation à la mission locale, on leur dit on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, mais on accompagne aussi les entreprises. C'est la même chose. On accompagne les deux, les ressources humaines. Tout à l'heure, Valentin, il disait, voilà, des ressources humaines. Il y a tout dans ces mots-là. C'est-à-dire que les entreprises ont besoin de ressources pour pouvoir construire leurs effectifs de demain et produire ce qu'elles ont à produire ou commercialiser ou autre. Et en ce moment, elles sont en manque de ressources ou en méconnaissance de certaines ressources. Donc, le fait de mettre en avant, via les CV vidéo, des ressources cachées ou des ressources auxquelles elles n'auraient pas pensé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, avant on recrutait par rapport à un niveau de qualification, par rapport à un diplôme exigé. Maintenant, on a tous ce mot savoir-être qui veut dire plein de choses et pas assez non plus de choses, parce que souvent on leur dit aux entreprises, oui, mais comment vous arrivez lors d'un entretien à évaluer le savoir-être d'une personne? À part si elle se présente à l'heure et qu'elle arrive à dire bonjour, au revoir et merci, je suis désolé, sinon après c'est que du déclaratif, on est bien d'accord. Évaluer le savoir-être de quelqu'un, c'est quand il est en situation réelle de travail pendant un certain temps pour qu'on puisse voir, tiens, il est conforme à ce que je pourrais rechercher et ce que je pourrais intégrer dans mon équipe. Ça, c'est une chose. Et également, pour revenir à ce que vous dites, accompagner l'entreprise. Vous savez, quand vous rencontrez un chef d'entreprise et commencez à lui poser les questions de parler de son entreprise, vous ne l'arrêtez pas, vous ne l'arrêtez plus. C'est quelqu'un, parce que souvent, ce sont des personnes soit qui l'ont créé, qui sont tout seuls, ou soit qui sont impliqués, comme nous ici, aujourd'hui, sur ce webinaire. On peut parler un certain temps de nos structures, de nos projets, parce qu'on les vit et on est au cœur de ça. Et c'est pareil pour une entreprise, elle est au cœur de son environnement, elle est au cœur de son vocabulaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que le fait de la filmer et de filmer les métiers, on entend aussi ces mots et ces vocabulaires, parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses que nos vocabulaires en lien avec l'insertion. On a tous nos langages, et ce langage, le décrire et le faire partager, permet aussi de se l'approprier et facilite aussi aux personnes, quand elles souhaitent postuler dans tel et tel secteur, de dire, tiens, ah oui, il emploie ce mot-là, il emploie ce mot-ci, il faut que je sois conforme et déjà plus ou moins, avant d'être recruté, plus ou moins intégré déjà dans son fonctionnement. Et c'est en ça où ça peut être intéressant. Alors, comment on les capte? On les capte parce que déjà, on a un fichier d'entreprise de par les recrutements qui nous font, les offres qui nous déposent, et également les prospections diverses qu'on peut mettre en place dans le cadre de job dating, de forum emploi qu'on organise ou auxquels on participe. Donc, ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Quand on contacte une entreprise, vous le savez, au départ, c'est un premier contact, un premier niveau, un premier échange. Au fur et à mesure, on travaille, on fidélise, on crée, comme vous disiez, Vincent, on resserre les liens, on crée du lien. Et après, il y a affinité, il y a une affinité de langage, de travail qui se crée. Et au fil du temps, il y a des réflexes qui se mettent en place. Et puis, tiens, on contacte la mission locale pour telle et telle chose, on contacte l'entreprise pour telle et telle chose, parce qu'on sait qu'elle peut répondre favorablement et qu'elle est qualifiée pour faire telle et telle chose. Il y a certaines entreprises, je peux les citer, il y a Madrange, il n'y a pas très très longtemps, Madrange qui est une entreprise de production agroalimentaire, fabrique de jambon et de terrine, entre autres, sur le territoire de Limoges, avec qui on est en lien pour des recrutements. On dit, plutôt que de faire les informations collectives à la mission locale, pourquoi ne les ferions pas chez vous, au sein de Madrange? On recrute, vous faites une infoco, vous repérez un peu les candidats, vous faites une visite du site pour que les gens se rendent compte réellement du poste sur lequel ils postulent. Et après, on revient en salle et on fait un peu de job dating pour savoir si c'est conforme à leur représentation ou si stop, on arrête là pour éviter d'enclencher un process de recrutement qui peut être quelquefois long et pas coûteux dans le sens argent, mais un peu long, quoi. Donc, merci Régis. Alors je voyais Valentin Nicolas hocher la tête. Vous, alors, est-ce que tu as envie de réagir et en quoi effectivement les projets collectifs tutorés dont tu parlais tout à l'heure
ces occasions-là de créer différemment le match professionnel. Est-ce que tu as des exemples un peu positifs ou en tout cas ou est-ce que tu as eu des surprises aussi dans le cadre de ces rencontres-là, des choses voilà, qui vont dire qu'on est dans la bonne voie? Alors, les surprises, c'est pas forcément moi qui les ai eues, parce que moi, je suis déjà convaincu qu'il y a énormément de choses à faire évoluer pour justement faire en sorte que les entreprises qui ont des besoins ne passent pas à côté de profils qui peuvent être intéressants et vice-versa, c'est-à-dire de personnes en recherche d'entreprises qui ne passent pas à côté d'entreprises qui ne se rendent pas suffisamment visibles pour pouvoir les identifier et proposer sa candidature. Donc finalement, ça va un peu dans les deux sens. L'effet de surprise, il arrive déjà dans un premier temps par les apprenants qui se font, enfin quand je parle des apprenants, je parle plutôt des candidats en matière générale, qui se font, j'ai l'impression, une montagne de ce qu'est une entreprise. Et du coup, ça vient leur cultiver une peur pour les accompagner sur des ateliers d'aide à la prospection d'entreprise. Ils n'osent même pas prendre le téléphone pour appeler l'entreprise, parce qu'ils ont peur de les déranger, parce qu'ils ont peur de ne pas savoir quoi dire, ils ont peur d'être ridicules, en fait, tout simplement, de ne pas savoir parler de soi, de ne pas savoir parler de leur projet. Donc déjà, il y a ces freins-là, ces difficultés qu'il faut réussir à casser pour qu'ils puissent justement surmonter déjà cette étape-là. Ensuite, côté entreprise, il y a une surprise parce qu'ils se rendent compte de comment aujourd'hui une personne qui recherche un emploi, différentes catégories d'âge, comment une personne aujourd'hui s'y prend. C'est plus du tout les mêmes process, la même méthodologie qu'il y avait 10 ans, par exemple. Aujourd'hui, les nouveaux outils existent. Il y en aura encore de nouveaux dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'on ne connaît pas encore et qui viendront bouleverser tout ça. Le combat qu'on essaye de mener vis-à-vis des entreprises, c'est de faire en sorte qu'elles travaillent justement leur processus de recrutement, qui parfois peut être archaïque et qui parfois aussi, je me suis rendu compte, et il a fallu accompagner les entreprises là-dessus, c'est qu'elles ne savaient pas recruter. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une très petite entreprise ou une PME où c'est le dirigeant qui s'occupe du recrutement, qui n'a jamais suivi de formation, qui n'a même pas lu un bouquin sur le recrutement et qui se dit de toute façon, c'est moi qui arrive en position de force parce que c'est moi qui vais recruter. Donc finalement, j'ai pas énormément d'efforts à faire. Si, il y a un effort à faire parce que en fait, le candidat, lui aussi, va pouvoir, lors de cet entretien, lors de cette rencontre, se faire un avis sur l'entreprise. C'est-à-dire que on essaye de désacraliser ce qu'est un entretien d'embauche en disant aux candidats, c'est qu'un échange entre une personne et une autre. D'accord ? Le match se fait, le match se fait pas. En tous les cas, il faut réussir à valoriser, dire ce qu'on sait faire, ne pas mentir, rester honnête, et à l'entreprise aussi de présenter son activité, son organisation. Et si à partir du moment où il y a un terrain d'entente, à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a un travail, il y a des compromis à faire des deux côtés, et mon rôle, en tout cas, ici, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait déjà une mise en relation qui soit faite et que cette mise en relation, elle soit faite avec les informations qui vont être données auprès des deux parties pour vraiment qu'elles puissent se dire, effectivement, je sais maintenant où je mets les pieds et qui je vais rencontrer pour faire en sorte que derrière, les choses puissent se réaliser ou non. Voilà. Alors, merci. Je voulais maintenant qu'on parle des compétences que vous avez mobilisées pour pouvoir mettre en place ces différentes actions, puisque trouver une nouvelle modalité que sont les open badges, les CV vidéo pour valoriser des potentiels, ça va demander donc aux professionnels de l'insertion, de l'accompagnement, de la formation, de maîtriser de nouveaux outils.
de disposer des compétences nécessaires pour pouvoir mettre en place ces actions. Par exemple, réaliser des CV vidéo, quand on est conseiller en insertion, bah, ça ne va pas toujours de soi. Est-ce que, Régis, vous disposiez en interne des moyens nécessaires pour produire, réaliser ces vidéos, ou est-ce que vous êtes allé les chercher? Dans ce cas-là, où est-ce que vous êtes allé les chercher? Alors oui, en effet, c'est une jeune fille qui a été recrutée pour conseillère numérique, enfin, plutôt en charge de la réalisation de vidéos d'apprentissage. Elle a été formée avec une autre collègue au montage de vidéos via un logiciel. Également montée par des associations, Les Yeux Verts, une association sur le territoire qui les a accompagnés à la réalisation des vidéos pour les plans, contre-plans, tout ce genre de choses. On est parti d'un petit matériel au départ. Ça a grossi le matériel par le biais d'investissement. Alors, on a sollicité les entreprises pour qu'elles nous donnent de l'argent pour construire, pour avoir un peu plus de matériel vidéo, dans le sens où on a la possibilité maintenant on est habilité à recevoir les 15% de la taxe libératoire au niveau de l'apprentissage. Les 85 principaux sont pour l'apprentissage et les 15% restants, une entreprise peut les donner à un organisme qui est habilité. Et donc, on prospecte dans ce sens pour expliquer aux entreprises que s'ils nous donnent une partie de ces 15% de cette taxe libératoire, ça peut nous permettre d'acheter du matériel vidéo. Donc, elle joue le jeu parce qu'elle s'implique pour le coup en faisant ça dans l'évolution du matériel et la construction du studio. Maintenant, on a un petit studio qui se met en place où elles ont des ordinateurs un peu plus performants pour monter ces vidéos, entre autres. Merci Régis. Et pareil, j'avais une question, alors ça rejoint un petit peu tout ça, à Chantal et Vincent. Est-ce que je suis, admettons, professionnelle de l'insertion, ou en tout cas, je déploie, par exemple, des ateliers créatifs à destination des publics pour faire émerger et valoriser des compétences. Je vois que vous produisez des open badges. Dans quelle mesure est-ce que je peux me servir des open badges que vous générez? Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez une plateforme sur laquelle vous déposiez ces open badges et ces open badges pouvaient être utilisés. Est-ce que moi, par exemple, je peux accompagner mes publics à repérer des open badges qui collent aux compétences que je développe dans le cadre de mes ateliers, et on peut vous formuler des demandes pour utiliser les open badges. Voilà, comment ça se passe? Alors effectivement, les open badges, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un outil. Et donc, comme n'importe quel outil, on l'utilise de multiples manières. Moi, je préfère effectivement utiliser un tournevis pour visser, dévisser, plutôt que pour enfoncer un clou. Et on peut faire ce qu'on veut avec un outil. Et donc, la première chose qu'on a fait, effectivement, dans l'ingénierie, c'est de dire, bon, voilà cet outil, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on a envie de l'utiliser collectivement? On a commencé par ça. Et effectivement, dans nos principes d'action, on a souhaité que les open badges que nous allions créer ensemble soient réellement open, en fait, et qu'ils puissent être utilisables par tout un chacun, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. On avait envie, donc, effectivement, sûrement, très consciemment, aussi de bousculer cette hiérarchie entre les savoirs, d'une part, mais on avait aussi envie de bousculer une hiérarchie entre ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et donc, on a voulu que tout un chacun puisse accéder à ces open badges. D'autre part, comme c'est une modalité numérique, je dis souvent, le numérique n'a pas de frontières. Et nous avons régulièrement des demandes d'open badge qui nous sont faites par des personnes en insertion qui sont en Normandie, par des salariés qui sont à Pau ou à La Rochelle ou n'importe où, en fait, puisqu'effectivement, ils sont sur la plateforme Open Badge Passport, qui est une plateforme à visée nationale et internationale, hein, puisqu'elle est créée par des Finlandais et que beaucoup d'acteurs y sont. Hein, d'accord, on a plus de 7000 badges qui sont sur cette plateforme. Et donc, effectivement, certains sont accessibles par tous et d'autres ne sont accessibles que si on a suivi cette formation-là
qui est réalisé par tel organisme de formation. Donc, nous, on a fait le choix, effectivement, que les Open Badge Trajectoire soient réellement ouverts à tous. Ils sont accessibles sur Open Badge Passport, mais pas que. Et donc, peut-être que je peux vous partager en 1 minute, si c'est possible, mon écran. Donc, sur lesquels on peut accéder à nos Open Badge. Donc, par exemple, ici, ouais, c'est bon? Ouais, ça y est, ça arrive. Ouais. Donc, la page, l'onglet Nos badges, vous voyez, tout en haut, on peut accéder par exemple au badge J'en apprends tous les jours en cliquant directement. Et là, on accède donc à un formulaire de demande de badge avec une image, un titre, etc. Et donc, ici, la personne qui souhaite demander son badge va expliquer, répondre aux questions, etc. dans un formulaire et elle va avoir la possibilité aussi de poster des documents qu'on peut appeler des preuves, hein, d'accord, mais bon, qui documentent en fait la demande et qui permettent effectivement d'apporter des éléments d'appréciation peut-être un peu plus importants pour les personnes qui vont examiner ce badge, parce qu'effectivement, nous avons mis en place un comité d'attribution des badges sur lesquels on peut s'inscrire aussi sur l'outil en ligne et on peut faire aussi donc des comités de pilotage d'attribution des Open Badges en distanciel. Nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses grâce effectivement donc au fait que c'est une modalité numérique et que ça se passe en distanciel. Donc on a possibilité de faire des coopérations interrégions, intersites, interstructures d'insertion par l'activité économique, par exemple. On a vraiment beaucoup de possibilités grâce donc à ces modalités numériques. Alors, peut-être que je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'il resterait beaucoup de choses à dire là-dessus. Régis aussi voulait nous parler, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Il reste 2 minutes, donc je vais conclure. Donc, je vais vous mettre les adresses mail des participants si vous souhaitiez vous rapprocher d'eux pour continuer à échanger. Régis aussi participe à une action permettant, via des rencontres sportives, effectivement, de participer à une autre forme, à d'autres modalités de recrutement. Je vais aller vite, j'ai eu 30 secondes. C'était une action qui s'est déroulée il y a un mois et demi environ, avec l'Astral, organisme qui s'occupe du transport, formation, transport, logistique, et avec le Limoges Hand 87, club élite au niveau du handball à Limoges, où ils ont ouvert leur stade pour faire des activités physiques partagées entre des demandeurs d'emploi et des entreprises. Tout dans l'anonymat au départ, c'est-à-dire que les équipes étaient composées de demandeurs d'emploi et de chefs d'entreprise. Personne ne connaissait l'un ni l'autre. Ils étaient tous à la même tenue, sport, jogging, et ils réalisaient des activités en lien avec du rugby fauteuil, du handball, du frisbee. Et à la fin, tout cela pour essayer de détecter un petit peu les capacités d'adaptation, les réflexes, les savoir-être des gens en situation particulière donnée. Et à la fin, il y avait levé de l'anonymat, rencontre entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, pour voir si par la suite, ça aurait pu matcher entre l'un et l'autre par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir décelé comme savoir-être. J'étais vite. Super, merci Régis pour cette présentation accélérée. Je vous ai mis dans le chat les adresses mail de nos intervenants. Je vais également vous mettre des formations 4 métiers Nouvelle-Aquitaine disponibles aux opérateurs de la région qui vont vous permettre d'avancer sur ces questions. Notamment, on a une formation prochainement, donc en novembre, qui pourra vous permettre de concevoir une vidéo à des fins d'information. Donc, là aussi, c'est de l'outillage à votre disposition pour compléter un petit peu les propos de nos intervenants. Et on a une autre formation en mai prochain sur les Open Badges, justement, un outil au service de la reconnaissance des compétences, concevoir ou adapter des parcours de formation intégrant des Open Badges. Donc, ce sera le 24 et 25 mai prochain. Je vais vous mettre les informations dans la conversation. Merci à toutes et tous d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire sur la place Nouvelle-Aquitaine pour retrouver les projets plus en détail dont nous avons échangé ce matin. Je vous y retrouve et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro des carnets de projets en juin. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre programme de professionnalisation Parcours Pro 4 métiers pour avoir les informations sur ces prochains rendez-vous et également l'agenda sur la place Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Les informations à venir sur le chat
Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.